à tous, merci d'être restés pour cette conférence. Voilà, donc je vais vous parler de méditation, méditation de pleine conscience ou pleine présence et de l'utilisation qu'on peut en faire pour aborder les émotions. Donc je vous propose en fait de vous présenter l'approche, ce qu'on entend par méditation de pleine conscience, et puis ensuite on verra l'intérêt que cette approche peut avoir dans la régulation émotionnelle. Si on a le temps, si vous êtes d'accord, si on y arrive, vous proposez peut-être un petit temps de méditation et puis ensuite on ouvrira sur la discussion. Voilà, donc rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup, qui est citée par Mathieu Ricard dans son livre sur l'altruisme. Et je trouve que c'est une citation qui se prête particulièrement bien à la méditation parce que on voit bien qu'en ce moment, c'est une approche dont on parle énormément. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende parler de méditation dans les magazines, à la radio, à la télé. Et si on entend autant parler de méditation actuellement, c'est probablement qu'on voit qu'à travers cette approche, on va trouver quelque chose qui va nous permettre de nous rapprocher de nos besoins de calme, de lenteur et de continuité. Alors, comme je vous disais, c'est une approche dont on parle beaucoup. Le Time a fait plusieurs fois sa couverture avec donc la mindfulness. La mindfulness, c'est le terme anglo-saxon consacré, c'est le mot-clé si vous faites des recherches bibliographiques au sujet de cette approche. Voilà, on en parle beaucoup dans nos revues. C'est des revues un peu plus récentes, donc vous voyez, on voit ça en permanence dans les kiosques, etc. Et malgré tout, malgré le fait qu'on parle énormément de ce type d'approche, et l'hypnose d'ailleurs a le même problème, on a beau en parler, les clichés ont vraiment la peau dure autour de cette approche, et quand on en parle à des personnes qui ne sont pas nécessairement éclairées ou qui ne viennent pas nous consulter pour qu'on utilise ce type de soins, et qu'on leur parle de méditation, souvent on a des réactions un peu à l'emporte-pièce, avec des remarques du style ouais, enfin, la méditation c'est un gadget pour bobos, ou c'est une pratique qui est réservée aux bouddhistes, ou même parfois c'est un truc de secte. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que cette approche est probablement l'approche qui a été la plus étudiée en psychologie ces 10-15 dernières années. Et on a commencé vraiment à avoir des publications dans les années 80, puisque le premier programme de méditation qui a été utilisé dans le soin, c'était à la fin des années 70. Et depuis que la méditation est proposée dans un contexte de soins, chaque année, on a plus de publications que l'année précédente au sujet de la mindfulness. Donc, enfin, en tout cas, des papiers scientifiques pour lesquels le mot mindfulness est un mot-clé. Donc là, je parle bien évidemment de publications scientifiques dans des revues référencées. Et donc, à partir de l'année 2016, vous voyez, en fait, on a passé la barre des 1000 articles scientifiques publiés, et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Alors, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de méditation, de mindfulness ? La définition qui est la plus consensuelle et la plus admise, c'est celle de Jon Kabat-Zinn. Et lui, il dit, méditer, c'est diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément, au moment présent et sans jugement de valeur. Alors ça, c'est une définition qui est assez complète, assez ciselée, mais du coup, chaque mot mérite d'être un peu explicité. Qu'est-ce qu'on entend par méditation de pleine conscience ? En fait, on entend une pratique qui nous amène à diriger notre attention. En fait, c'est une pratique de l'attention où on va apprendre à orienter et stabiliser notre attention. Délibérément, ça fait écho au fait que c'est quelque chose qui ne se passe pas sans nous et qui nécessite un effort. Au moment présent, ça fait écho au fait qu'on va essayer de se centrer sur ce qui se passe ici et maintenant. Et sans jugement de valeur, ça répond à cette intention d'essayer d'observer les choses et de les laisser se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler sans intervenir dessus, et de désarmer la tendance du mental à toujours tout commenter, tout analyser, tout critiquer, et surtout à chercher en permanence le delta entre ce qui est et ce qui devrait être. C'est ça que fait l'intelligence de façon assez automatique, c'est qu'elle cherche où sont les problèmes et comment les résoudre. Donc du mieux qu'on peut, en fait, on va essayer d'amener notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste être présent à ce qui est là. Donc ça, c'est pour vous aider à vous représenter un petit peu ce qu'on fait quand on fait un exercice de méditation. En fait, c'est schématiquement un processus qu'on peut décrire en 4 grandes étapes. La première étape, ça consiste à s'arrêter, on s'arrête, on se pose. Ensuite, on essaye d'amener tous nos ressentis, toute notre attention sur nos ressentis corporels, non verbaux.
On s'efforce de stabiliser notre attention dans une posture d'observation et enfin on laisse les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler sans intervenir dessus. Et in fine, l'idée, ça va être d'être pleinement présent et pleinement conscient de l'instant et de son expérience de l'instant. Et vous savez sans aucun doute qu'une expérience humaine, on peut décrire 3 grandes dimensions, que sont les pensées, les émotions et les sensations. Donc l'idée, ça va être d'être pleinement conscient de l'instant et de son expérience de l'instant dans ces 3 grandes dimensions, pensées, émotions, sensations. Alors, quand on définit ce qu'est la méditation, ce qui est intéressant et ce qui est important aussi, c'est de dire ce qu'elle n'est pas, parce qu'il y a beaucoup d'idées, d'idées reçues ou de mauvaises définitions. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le mot méditer, c'est un mot qui est un peu compliqué à manier, parce que, et ça c'est une des particularités de la langue française, c'est-à-dire qu'on a des mots qui vont désigner tout un ensemble de choses, d'attitudes, de démarches, qui sont parfois très différentes et parfois même opposées. Et donc le mot méditer, c'est un mot qui recouvre plein de significations différentes. Et nous, quand on utilise le mot méditer dans notre lexique occidental, très souvent on fait appel à une attitude qui consiste à s'absorber dans une longue et profonde réflexion sur un sujet métaphysique. Or ici, c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on emploie le mot méditer. Ici, on se centre sur des ressentis corporels, non-verbaux, et on n'est pas du tout en train de manier des concepts abstraits ou s'absorber dans du langage. Donc c'est pas du tout dans ce sens-là qu'on utilise le mot méditer. Méditer, ce n'est pas faire le vide dans sa tête. Voilà. Ça, c'est une idée qui revient souvent. Très souvent, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « il faut que j'apprenne à méditer pour faire le vide dans ma tête ». Alors, faire le vide dans sa tête, ce n'est pas possible. On ne peut pas empêcher le cerveau de faire la pensée. Moi, j'aime bien dire que le cerveau sécrète la pensée, un peu comme la source fait de l'eau. Voilà, le cerveau fait de la pensée, donc on ne peut pas empêcher ce phénomène. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut apprendre à modifier le rapport qu'on entretient avec nos pensées. Et quand vous faites un exercice de méditation, en fait, l'enjeu, c'est d'essayer de centrer votre attention sur ce qui se passe ici et maintenant. Il y a un niveau corporel, au niveau des ressentis. Et quand vous faites ça, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, votre esprit vous emporte ailleurs et vagabonde. Et généralement, quand on vit notre vie au premier niveau, quand une pensée traverse notre esprit, très souvent, elle nous emporte très loin et pendant très longtemps de là où on est, au moment où ça se passe. Et quand on est dans une posture méditative, l'enjeu, c'est de repérer qu'on est parti, de noter qu'on est parti et de revenir. Et de revenir, et de revenir. Et donc, en fait, ce qu'on va travailler, c'est notre capacité, c'est pas notre capacité à empêcher les pensées, mais c'est notre capacité à pouvoir faire autre chose que d'en être le jouet. Et de pouvoir, on va travailler plus sur une absence d'engagement dans la pensée qu'une absence de pensée tout court. Voilà, la méditation, ce n'est pas une démarche religieuse ou spirituelle. Alors, au départ, c'est une technique qui est issue des traditions bouddhistes, mais ici, on l'entend vraiment comme un apprentissage, un entraînement attentionnel. C'est une technique attentionnelle qu'on va utiliser d'une certaine façon. Alors, on peut l'utiliser de différentes façons, et c'est un outil qu'on peut utiliser aussi au service du soin. Et la méditation, ce n'est pas de la relaxation, ce n'est pas de la sophrologie, ce n'est pas non plus de l'hypnose. En fait, il y a une grande confusion entre toutes ces approches. Et ce qui est vraiment dans l'ADN de la méditation, à mon sens, c'est ce qu'on appelle la non-intentionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans une posture méditative, on cherche à aller nulle part. Et ça, c'est très particulier, et à mon avis, c'est vraiment au cœur de l'approche méditative, parce que tout ce qu'on fait ici-bas, c'est toujours pour aller d'un point A à un point B. Et c'est très exotique, finalement, de simplement faire un effort pour juste être présent à ce qui est dans le moment présent et d'aller nulle part. Donc, par exemple, quand vous faites de la relaxation, vous cherchez à changer les choses. Vous cherchez à obtenir un état de détente. Et pour ça, vous allez jouer sur le tonus musculaire. Tandis que quand vous êtes dans une posture méditative, si vous êtes tendu, eh bien, l'idée, ça va être simplement d'être présent à votre tension sans chercher à changer quoi que ce soit. Donc c'est vraiment cette notion de non-intentionnalité qui, pour moi, permet de distinguer la méditation. Et pour vous aider à vous représenter les choses, on dit que quand on fait de la relaxation, on est plutôt dans une approche top-down, c'est-à-dire on va utiliser le mental pour influer sur notre corps, tandis que quand on est dans une posture méditative, on est plutôt dans une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'on va laisser les ressentis arriver à la conscience sans intervenir dessus. Voilà, donc observer simplement ce qui est, c'est ça, méditer. Donc c'est relativement simple en fait. Le maître mot, c'est le mot présence. C'est pour ça que je préfère utiliser la terminologie méditation de pleine présence, parce que le terme de présence capte vraiment l'intention et ce qu'on cherche à travailler et à faire. Moi j'aime beaucoup cette image qui représente une petite fille qui regarde en face d'elle un serpent dans un vivarium.
Et moi, en tout cas, c'est la représentation que je m'en fais, c'est que je me dis, cette petite, elle regarde pleinement, directement le serpent en face d'elle, sans nécessairement se faire de monologue sur ce qu'elle voit, elle le regarde directement. Et ça fait écho au fait qu'on dit que les petits, les tout petits, en tout cas entre 0 et 5 ans, on dit que ce sont des grands maîtres de méditation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas accès au langage, ou en tout cas, ils n'ont pas des processus langagiers très complexes. Et donc, quand ils expérimentent en fait directement les choses, et quand on les accompagne dans la découverte du monde, on les accompagne d'instinct dans la découverte sensorielle du monde. On leur dit touche comme c'est doux, écoute comme c'est joli, sens comme ça sent bon. On est vraiment dans la sensorialité. Et l'idée, c'est qu'avant d'être pensées, les choses sont d'abord expérimentées directement par nos sens. Puis ensuite, le langage se développe, alors notre intelligence fait un bond, on apprend à anticiper l'avenir, à revenir sur le passé, à conceptualiser, à élaborer. Voilà, et puis ensuite, on est de plus en plus emporté par la course perpétuelle induite par nos modes de vie occidentaux, et puis on passe de plus en plus de temps dans notre tête et de moins en moins de temps dans notre expérience. Donc pour bien vous aider à fixer les choses, en fait, quand on parle de méditation, on décrit, alors c'est très schématique, mais ça permet de fixer un petit peu les idées, on décrit deux grandes positions d'esprit. Il y a ce qu'on appelle le mode faire et ce qu'on appelle le mode être. Le mode faire, c'est le mode sur lequel on fonctionne quasi exclusivement, et c'est un mode dans lequel on est tout le temps en train de suivre les mouvements automatiques de notre esprit et nos pensées. Donc si par exemple vous faites une balade et que vous allez d'un point A à un point B, vous pouvez très bien arriver au bout de la balade et vous rappeler de rien de ce qui s'est passé pendant la balade parce qu'à un moment vous avez été pris dans les mouvements de votre esprit. Par exemple, votre tête a pu vous dire qu'il n'y avait plus rien dans le frigo et ça a enclenché le réflexe de chercher à résoudre ce problème et de faire un semblant de course dans votre tête pendant la balade. Ça, c'est le genre de choses qu'on vit tout le temps et ça vit sa vie un peu sans nous. Et à contrario de ce mode faire, il y a ce qu'on appelle le mode être. Et le mode être, ça consiste tout simplement à être présent au moment présent. Donc dans l'exemple de la balade, l'idée, ça va être d'être très attentif au paysage qui m'entoure, au son du vent dans les feuilles des arbres, au parfum de la nature, au contact de l'air sur ma peau, et puis au fait qu'en moi, il y a des pensées qui traversent mon esprit, des émotions qui peuvent surgir, des sensations qui se manifestent, et que tout ça, je peux le ressentir, je peux m'y connecter, je peux l'observer, sans me laisser emmener ailleurs par mon esprit et sans chercher à changer quoi que ce soit. Et c'est bien évidemment ce mode être qu'on cherche à atteindre et à stabiliser quand on s'entraîne à faire des exercices de méditation de pleine conscience. Voilà, donc on dit, si la pratique de la pleine conscience peut paraître simple, elle n'est pas nécessairement facile. C'est ce qu'on dit, c'est simple, mais c'est pas facile. En fait, c'est le travail de toute une vie. Pourquoi ? Parce que nos habitudes mentales, nos réactions automatiques nous détournent en permanence de l'ici et maintenant. Au début de la pratique, au début de l'apprentissage, on fait ce qu'on appelle des exercices dits d'attention focalisée. Un exercice typique d'attention focalisée, ça consiste en fait à se centrer sur sa respiration et essayer simplement de rester présent à sa respiration. Alors, on s'y connecte et on l'observe. Si vous faites ça, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, votre esprit va s'en aller. Il va vagabonder, ce qui est tout à fait normal, c'est exactement ce que fait l'esprit. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de noter qu'on est parti et de revenir. Et de revenir, et de revenir. Voilà, donc on est vraiment dans l'identification des processus automatiques de l'esprit, dans leur reconnaissance et dans la capacité de pouvoir faire autre chose que d'être emporté par ça. Voilà, donc quand on médite, en tout cas sur les exercices d'attention focalisée, c'est la première chose qu'on apprend et c'est la première chose qu'on repère, c'est cette tendance à vagabonder. Et donc en fait, il y a une espèce de cycle cognitif qui s'installe où on est sur un objet d'observation. Donc là, par rapport à l'exemple que j'ai pris, c'est la respiration. Et puis il y a un vagabondage qui nous emporte. Ensuite, à un moment, on prend conscience qu'on est parti, on note qu'on est parti, on détache notre attention du vagabondage et on la ramène à notre objet d'attention. Le vagabondage mental, ça occupe beaucoup de place dans notre esprit. C'est ce qui fait que, par exemple, quand on est au travail, on pense très souvent aux vacances. Et quand on est en vacances, on pense très souvent à quoi ? Au travail, c'est ça. Des exemples très courants, très classiques de vagabondage mental, c'est quand vous êtes en train de conduire et que vous arrivez à destination et que vous seriez incapable de dire ce qui s'est passé pendant le trajet parce que vous étiez pris dans vos pensées. Ou quand on pose nos clés en étant absorbé dans des ruminations ou dans des anticipations, et après on les cherche pendant 2 heures parce qu'on ne sait plus du tout où on les a mises.
Ou quand on lit une page de texte et qu'on lit de façon un peu automatique, mais nous on est ailleurs et on arrive en bas de la page et on serait incapable de dire de quoi ça parlait. Voilà, donc ça c'est des exemples vraiment très typiques de vagabondage mental. Alors comment doubler son espérance de vie? Ça c'est un truc que j'adore. Vous allez voir, vous avez bien fait de rester ce soir pour cette conférence, parce que je vais vous expliquer comment vous pouvez doubler votre espérance de vie. Vous allez voir, c'est très simple en fait, il n'y a pas besoin de crème, ça ne coûte pas un rond, c'est très facile. En fait, c'est un calcul simple qui consiste à dire si on prend quelqu'un et qui reste par exemple 40 ans de vie à vivre, et qu'on part du postulat que, en gros, il y a 8 heures qui sont, pour 24 heures par jour, il y a 8 heures qui sont dédiées au sommeil et 16 heures à l'éveil. Si on postule de façon à peu près vraisemblable que sur ces 16 heures d'éveil par jour, on est simplement pleinement présent à ce qu'on vit de façon spontanée, 2 heures, si on réduit notre espérance de vie à ces 2 heures de présence par jour, ça fait tomber l'espérance de vie à 5 ans. Donc c'est certain que si on apprend à mieux habiter le moment présent, à ramener notre attention sur ce qui se passe ici et maintenant, on va pouvoir augmenter ce temps de présence et donc forcément donc, le temps de vie subjective. Ça va pour ce calcul? Ça vous paraît clair? Ouais. Ça, c'est une diapo que j'aime beaucoup. C'est une infirmière australienne, en fait, qui a travaillé plusieurs années dans un service de soins palliatifs, et elle était donc au contact de patients qui étaient dans les 6 à 3 derniers mois de leur vie. Et en fait, elle leur a systématiquement posé toujours la même question, qui est « Qu'est-ce que vous regrettez le plus dans votre vie ?» Et en fait, elle s'est rendue compte que les regrets en fin de vie étaient toujours un peu les mêmes, c'était assez stéréotypé. Et en fait, elle a dressé comme ça le top 5, ou le top 5 des regrets en fin de vie, que voici. En numéro 5, j'aurais aimé me donner les moyens d'être plus heureux. Ça, c'est un regret qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il faut l'entendre comme la prise de conscience sur son lit de mort, que d'être heureux, c'est quelque chose qui ne nous tombe pas dessus par hasard. C'est quelque chose qui nécessite qu'on s'y engage activement et qu'il y a une différence en fait fondamentale entre être confortable et être heureux. Et que finalement, ce qui a beaucoup commandé la vie, c'était surtout une recherche de confort et pas vraiment une recherche de bonheur. Il y a une métaphore qu'on utilise souvent en thérapie d'acceptation et d'engagement, c'est la métaphore qui consiste à vous représenter que vous êtes alpiniste et que c'est votre vie, et qu'il y a une montagne à l'autre bout du monde que vous avez toujours rêvé de gravir. Et vous connaissez tout sur cette montagne, vous avez tout lu, et arrive enfin le moment où vous allez enfin pouvoir prendre l'avion et faire cette ascension. Vous y allez, vous arrivez au pied de la montagne, et là c'est une grande surprise pour vous, parce que jamais personne ne vous l'a dit, mais en fait cette montagne elle est cerclée par des marécages. Vous faites tout le tour, il n'y a pas moyen d'y échapper. Si vous voulez pouvoir faire cette ascension, il va falloir traverser les marécages. Et alors là, vous avez seulement que 2 options. C'est soit vous ne voulez pas vous mouiller, vous choisissez le confort, et à ce moment-là, vous faites demi-tour, mais vous vous privez de quelque chose qui est important pour vous. Ou alors, vous acceptez de traverser les marécages, pas parce que ça vous éclate, mais parce que c'est un inconfort incompressible pour pouvoir faire cette ascension qui est importante pour vous et qui donne du sens à votre vie. Et en fait, quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui peuvent se poser de cette façon-là, où on a simplement le choix entre le confort ou l'accomplissement et le bonheur. Et le piège, et ça c'est un piège absolu, c'est de penser qu'on peut tout avoir, et le confort et le bonheur. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'on va d'abord commencer par s'assurer de notre confort, et après on est figé. Voilà, donc en fait, ce regret, il est vraiment important parce qu'il permet de pointer cet aspect-là. Regret numéro 4, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Regret numéro 3, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Regret numéro 2, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé autant. Et regret numéro 1, j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie en accord avec moi-même et non une vie conforme aux attentes des autres, qui est un regret qui rejoint finalement le regret numéro 5 que je vous ai expliqué. Et moi, quand j'ai lu cette liste pour la première fois, je me suis dit, si je devais mourir demain, je pense que je me dirais à peu près la même chose. Et ça, pour moi, c'est le symptôme d'une vie qui a probablement manqué un peu de présence attentionnelle pure, et puis de présence à soi, à son propre système de valeurs. Et un des grands intérêts de la méditation, c'est de pouvoir aussi mettre un peu de lumière là-dessus avant d'en prendre conscience uniquement sur son lit de mort.
Alors ça, c'est une métaphore aussi qui m'a été servie quand j'ai commencé à apprendre la méditation, et c'est une métaphore qui m'est toujours restée, donc je la propose quand je fais mes présentations. En fait, c'est une métaphore qui consiste à faire le parallèle entre le fonctionnement de l'esprit et l'océan. Donc en fait, en gros, l'océan, on peut passer toute sa vie à la surface agitée de l'océan, mais en fait, quand on regarde bien, l'océan a une épaisseur, une profondeur, et il y a des lieux au fond de l'océan d'où on peut observer l'agitation des vagues avec distance et sans être chahuté par cette agitation. Et l'idée, c'est que le fonctionnement de l'esprit, c'est un peu pareil. On peut passer toute notre vie à la surface agitée de nos pensées, mais en fait, il y a un lieu en nous d'où on peut observer cette agitation de surface avec distance, sans se confondre avec elle et sans être emporté par elle. Et c'est bien évidemment ce lieu que nous permet d'atteindre le processus méditatif. Voilà, puis ça, c'est une image un peu plus humoristique. Vous savez, ces boules à neige, en fait, qu'on secoue et l'eau devient trouble. Et ensuite, on les pose. Et lorsqu'on les pose, les particules finissent par se déposer, l'eau devient limpide. Et puis, on voit les choses apparaître plus clairement. Voilà, donc être juste là et vivre, c'est plutôt une bonne idée de temps en temps. Alors, quelques mots de l'utilisation de la méditation en médecine, parce que c'est de ça dont il s'agit, avec cette phrase de Shakespeare, moi, que j'aime beaucoup, qui dit « Le malheur se fait d'autant plus lourd qu'il s'aperçoit qu'on le supporte difficilement », et qui capte vraiment quelque chose de la méditation, parce que, on en parlera tout à l'heure au sujet de la douleur, mais la méditation est une approche qui ne prétend pas tout résoudre, mais déjà de pouvoir jouer sur la non-aggravation de ce qui se passe avec nos propres réactions. Alors la méditation, comment elle est arrivée en médecine? Donc je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est une approche qui est issue des traditions bouddhistes. Et c'est Jon Kabat-Zinn, qui est la personne la plus à gauche là, sur la diapositive, qui est professeur de biologie dans le Massachusetts, qui le premier en fait, a eu l'idée d'utiliser la méditation dans un contexte de soins. Donc il a créé un programme qui s'appelle le programme MBSR pour régulation du stress basé sur la méditation. Et c'est un programme et un protocole qui est très écrit. Et donc en fait, je vais vous expliquer rapidement comment il est construit, parce qu'en fait les programmes validés ont tous à peu près ce format-là. Donc en fait c'est une séance de groupe animée par un ou deux animateurs ou instructeurs. Et donc c'est une séance de groupe, on s'adresse à des groupes de 15 à 20 participants, une fois par semaine pendant 8 semaines. Donc c'est des séances qui durent à peu près 2 heures, et pendant ces séances, on va pratiquer des exercices de méditation. Il y a une thématique qui est développée pour chaque séance, et ensuite on va demander aux participants, jusqu'à la séance d'après, de répéter quotidiennement les exercices de méditation qui ont été vus à la séance d'avant. Ce qui fait qu'en gros, et on fait ça pendant 8 semaines, ce qui fait qu'en gros, les participants s'engagent à pratiquer une demi-heure, 3/4 d'heure par jour de méditation, tous les jours pendant 2 mois. Ce qui, pour ceux qui ne connaissent pas du tout la méditation, ne vous parle peut-être pas, mais c'est quand même un niveau de pratique qui est assez exigeant. C'est un peu comme si on vous disait, vous n'avez jamais fait de sport, eh bien tous les jours, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, vous allez devoir courir tous les jours, une demi-heure, 3/4 d'heure par jour pendant 2 mois. Il faut quand même le faire. Mais bon, c'est comme ça que le programme a été élaboré, écrit, et vu que c'est une intervention qui est très protocolisée, avec vraiment des séances très écrites, c'est assez facile à étudier. On a pu assez rapidement faire des études avant et après et observer les bénéfices que pouvaient tirer les participants de ce type de programme. Et au début, ça a été testé sur les indications de régulation du stress, de la douleur chronique et de l'insomnie. Et très vite, on s'est rendu compte que les bénéfices pouvaient être majeurs. Donc il y a eu un très gros focus de la communauté médicale et scientifique sur ce programme-là, et on a commencé à le tester dans tout un ensemble d'indications. Les troubles anxieux, les addictions, les troubles des conduites alimentaires. Et parce que cette approche joue sur des mécanismes transversaux, à chaque fois, ça montre des bénéfices assez étonnants. Et puis dans les années 90, il y a une deuxième équipe qui a été missionnée pour réfléchir à la question de la dépression récurrente. Donc c'est l'équipe de Zindel Segal, qui est la personne la plus à droite sur la diapositive, avec qui moi j'ai eu la chance d'aller me former, et qui est donc une équipe de cognitivo-comportementalistes au départ, et qui a été missionnée pour réfléchir à une intervention psychothérapique qui aide les patients qui font des dépressions à répétition et qui en sont sortis à se protéger de la rechute. Je vous passe peut-être les détails, on pourra en discuter après en discussion s'il y a des questions là-dessus. Mais ils sont arrivés assez rapidement à la conclusion que le protocole de Kabat-Zinn était intéressant et que l'approche méditative était pertinente. Et donc, ils ont commencé à articuler l'approche méditative avec des outils issus des thérapies cognitives centrés sur la question de la dépression.
Et donc, ils ont créé un deuxième programme qui a à peu près le même modèle que celui de Kabat-Zinn, hein, c'est en 2 mois, une séance par semaine pendant 8 semaines, mais ils développent des outils de thérapie cognitive de façon connexe à la pratique méditative. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, la méditation est véritablement entrée dans l'univers ou le monde de la psychothérapie, et donc à travers l'école des thérapies comportementales et cognitives. Donc le programme MBCT, il a été extrêmement étudié. On a des études de très très bon niveau qui permettent de montrer que c'est une approche extrêmement efficace et c'est même en fait aujourd'hui considéré comme étant l'approche la plus efficace au monde pour prévenir la rechute dépressive chez les patients qui ont un trouble dépressif récurrent, et c'est aussi efficace que le maintien des traitements antidépresseurs à dose efficace au long cours, ce qui est un résultat tout à fait spectaculaire pour une approche non médicamenteuse. Et ça, c'est un papier qui est sorti dans le Lancet en 2015 et qui a fait beaucoup de bruit, parce que c'était, bon, déjà la revue est très belle et l'étude incluait plusieurs milliers de patients au départ, et on a ces 2 bras, un bras où les patients font MBCT et un bras où on maintient le traitement antidépresseur à dose efficace au long cours, et sur un suivi à 2 ans, en fait, le taux de rechute est exactement le même dans les 2 bras. Qu'est-ce qu'on apprend aux patients qui font des dépressions récurrentes à faire avec l'approche méditative? Eh bien, on leur apprend notamment un des mécanismes très importants sur lesquels on travaille, c'est la capacité à identifier les pensées comme des événements mentaux et non comme des vérités absolues qu'on serait obligé de croire ou de suivre. Pour vous expliquer rapidement le truc, en fait, j'espère que je vais être clair, quand les patients font des dépressions, quand ils sont en phase dépressive, ils se surrépètent en permanence tout un ensemble de pensées négatives, des pensées du style « je suis nul, ma vie n'a aucun sens, je n'ai aucun avenir, je n'ai connu que des échecs ». Voilà, donc ils se surrépètent des pensées négatives en boucle. Et quand ils sortent de la dépression, ils n'ont plus ces pensées-là. Mais ce qu'on a pu observer et montrer, parce que l'équipe du programme MBCT notamment a montré, c'est que ces pensées-là peuvent se réactiver de façon explosive quand les patients vivent des moments difficiles ou qu'ils ont une humeur qui s'abaisse un peu. C'est-à-dire que dès qu'ils vont avoir un coup dur, très vite, leur cerveau réactive de façon automatique tout le pattern de pensée négatives qui se sont surrépétées quand ils étaient en phase dépressive. Et donc du coup, tout l'enjeu, c'est d'apprendre à repérer cette mécanique-là et quelles sont les pensées automatiques qui se déclenchent dans l'esprit des patients dans les moments où ils se sentent mal émotionnellement, pour pouvoir le repérer comme un automatisme de l'esprit et non comme des vérités absolues contre lesquelles il faut se battre ou auxquelles il faut répondre. Ça va, ça vous paraît clair? Ouais. Ok. Voilà, donc ça c'est un peu une vue d'avion des indications actuellement, là où la méditation a montré qu'elle avait vraiment un intérêt, les indications les plus retenues. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez en bleu, vous avez les indications plutôt psy, et en rouge, les indications plutôt somatiques. On a prévention des rechutes dépressives, gestion du stress, de l'anxiété chronique et de l'insomnie, ça c'est vraiment le cœur de cible de l'approche méditative. On va avoir aussi de très bons résultats dans toutes les problématiques où il existe une dimension d'impulsivité, et au premier rang desquelles on va retrouver les addictions. Nous, on travaille actuellement en ce moment sur des protocoles centrés sur les addictions, amélioration de l'attention et du bien-être subjectif. Et puis, vous voyez aussi en rouge, on a donc tout un ensemble d'indications somatiques. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la méditation, elle va être efficace dans la mesure où elle va pouvoir aider à gérer le stress lié à la maladie. En fait, elle va améliorer toutes les conditions pour lesquelles le stress est connu pour être un grand aggravateur. Alors, notamment dans les douleurs, mais aussi dans certaines dermatoses comme le psoriasis. Par rapport à l'élévation des défenses immunitaires, on a fait des études, par exemple, où on montre que les réponses immunitaires, quand on fait des vaccins, sont plus franches chez les méditants. Et puis aussi, et là on a beaucoup de papiers aussi là-dessus, c'est sur l'amélioration des fonctions cardiaques et la régulation de la tension artérielle. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en médecine en général, la mindfulness va aider sur les aspects de régulation du stress et donc va pouvoir aider à l'équilibre de tout un ensemble de pathologies chroniques. Et ensuite, en psychiatrie, on va avoir des aspects de régulation du stress, effectivement, mais on va aussi avoir un impact sur la dimension d'impulsivité. Et puis aussi, on va avoir parfois vraiment des stratégies qui vont cibler des mécanismes qui sous-tendent certaines pathologies avec un véritable effet thérapeutique, comme c'est le cas dans la dépression.
Alors ça c'est important que je vous l'explique aussi, méditation et douleur, parce qu'il y a quelque chose d'assez semblable qui se joue vis-à-vis des émotions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on souffre d'une douleur chronique, qui est une douleur en fait qui persiste malgré le fait qu'on prenne des traitements et qu'on empile les examens complémentaires et les traitements. Qu'est-ce qui se passe quand on souffre de douleur chronique? En fait, notre mental a tendance à se focaliser sur elle, à se rétrécir sur la douleur. Donc si je symbolise la douleur par mon point nu, en fait, ce qui va se passer en interne, c'est que toute mon attention va se focaliser sur la douleur, se rétrécir autour d'elle, et je vais être emporté par une sorte de combat interne vis-à-vis de cette douleur, avec tout un ensemble de mouvements cognitifs du style « j'en ai marre, il faut que ça s'arrête, je ne vais pas pouvoir le supporter longtemps, mais après avec tous les traitements que je prends, j'en suis encore là, et c'est pas possible », et avec toutes les émotions qui vont avec, des émotions de révolte, d'angoisse, de désespoir, et on est pris là-dedans, convaincu qu'en fait, il faut continuer de se battre et de refuser la douleur. Et non seulement, bien évidemment, cette lutte interne ne résout pas la douleur, mais elle vient l'enrober d'une couche de souffrance surajoutée. Qu'est-ce qu'on fait quand on travaille avec la douleur en méditation? Eh bien, le premier temps, c'est d'essayer d'approcher la douleur, on dit de façon aconflictuelle, aréactive. On essaye simplement d'amener notre attention au contact de la douleur, simplement pour la ressentir et l'observer, sans chercher à l'éviter, sans chercher à la combattre, juste être avec. Ce qui permet déjà de s'affranchir de la couche de souffrance surajoutée liée à la lutte. Et une fois qu'on s'est stabilisé au contact de la douleur, on va ensuite essayer d'élargir le champ de notre attention à une expérience corporelle qui est beaucoup plus vaste, à l'ensemble de notre corps, et puis pourquoi pas aussi aux autres aspects de notre expérience, les sons, les odeurs, etc. Et donc ça va permettre d'obtenir un effet de dilution. Donc on va vraiment jouer sur des stratégies d'acceptation, d'intégration et de dilution de la douleur. Et ça, ce type de travail-là permet vraiment d'obtenir des améliorations parfois spectaculaires, des ressentis de douleur, et puis surtout, ça vient jouer sur la composante émotionnelle surajoutée liée à la douleur. Et le principe qu'il y a derrière, voilà, c'est de faire une place à la douleur pour qu'elle ne prenne pas toute la place. Ou autrement dit, une fois que j'ai fait de la place à ce qui me déplaît, je vais pouvoir faire de la place au reste. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le logiciel médical habituel qui consiste à se battre coûte que coûte, et tant qu'il y a de l'inconfort, on se bat, et tant qu'il y en a, on y va au napalm. Alors que là, on n'est pas du tout là-dessus, là on est vraiment sur des stratégies d'acceptation active et d'intégration. Alors, quelques mots sur les neurosciences, parce que alors ça c'est un sujet qui interroge beaucoup les neuroscientifiques, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des personnes qui méditent. Et donc, bon, vous voyez, là, les premières études ont été menées sur les grands méditants. En fait, pour dire les choses simplement, méditer, c'est un apprentissage. Et vous savez que notre cerveau est plastique et que donc, il va pouvoir se modifier en fonction de nos apprentissages. Et dans la mesure où la méditation est un apprentissage, eh bien, ça va jouer sur l'anatomie fonctionnelle de notre cerveau, c'est-à-dire sur la façon dont les aires fonctionnent et se répondent entre elles. Mais jusque-là, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait un scoop, parce que c'est ce que font tous nos apprentissages. Si on apprend à parler une langue ou à jouer d'un instrument, eh bien, ça va se voir et ça va se jouer en termes de neuroplasticité. Et donc, du coup, il y a des études, et pour dire les choses de façon très large, il y a des études qui ont montré des changements mesurables dans des régions du cerveau qui sont associées à la mémoire, à l'attention, aux émotions, à la conscience de soi et à l'empathie. Ça, c'est une étude qui est assez spectaculaire quand même, parce qu'en fait, c'est une étude qui a été menée chez des grands méditants, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment plusieurs dizaines de milliers d'heures de méditation à leur actif. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent que ces méditants-là ont réussi à augmenter l'épaisseur corticale de certaines régions, c'est-à-dire que là, on n'est même plus en termes d'anatomie fonctionnelle, mais on est en termes d'anatomie structurelle. Et ce sont bien évidemment, alors qu'est-ce qui travaille très fort quand on est dans l'approche méditative? Ce sont les zones qui sont liées à la régulation de l'attention, c'est-à-dire au niveau préfrontal, et puis aussi les zones liées à l'interoception. Et la zone liée à l'interoception, c'est notre capacité à percevoir les messages de notre corps, tout ce qui va être sensations liées aux émotions, sensations liées aux viscères, sensations de température, de douleur. Donc la région du cerveau qui nous permet de bien repérer ça, c'est l'insula. Voilà, l'insula qui est un repli du cerveau au fond du sillon latéral. Et donc l'insula travaille très fort quand on pratique la méditation.
Oui, et alors ça, voilà, donc ça c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, en tout cas une fois que je vous l'aurai montré, je pense que vous ne pourrez plus ne pas le voir. Le fait que la façon dont on utilise notre cerveau modifie son fonctionnement et va jouer notamment sur des choses qu'on peut associer à la spiritualité au sens large, hein, comme la contemplation, la quête de sens, des valeurs d'amour, d'altruisme. Le fait qu'on puisse jouer là-dessus à travers des pratiques, ça entre en résonance avec le message caché de Michel-Ange. C'est un neurologue qui l'a vu pour la première fois, donc quand il est arrivé dans la chapelle Sixtine et qu'il a vu cette représentation, ça s'appelle la création d'Adam, quand il a vu cette représentation archi connue de Dieu, il s'est dit c'est pas possible, Dieu en fait est pris dans une coupe sagittale du cerveau. Et quand vous regardez bien, effectivement, c'est assez bluffant, mais on retrouve une coupe sagittale du cerveau. Et ça ne peut pas être un hasard, parce que Michel-Ange était un anatomiste hors pair. Et je pense que ce qu'il a voulu nous dire à travers cette représentation, c'est que probablement que la spiritualité au sens large est peut-être plus à chercher dans les pouvoirs de notre esprit que dans un Dieu externe. Alors, quelques mots sur les émotions. Les émotions, c'est le sujet du congrès. Quand on cherche à définir les émotions, c'est pas si simple en fait. Qu'est-ce qu'on entend par émotion? On a beau être psychiatre, psychologue, travailler dans le soin et la santé mentale, c'est pas toujours très simple en fait de saisir cette notion. Alors, quand on regarde les toutes premières définitions, les définitions historiques, la première dans le dictionnaire de Furetière en 1690, on décrivait l'émotion comme ça. On disait une émotion, c'est un mouvement extraordinaire qui agite le corps ou l'esprit et qui en trouble le tempérament ou l'assiette. La fièvre commence et finit par une petite émotion du pouls. Quand on fait quelque exercice violent, on se sent de l'émotion dans tout le corps. Un amant sent de l'émotion à la vue de sa maîtresse et un brave à la vue de son ennemi. Voilà, donc c'est une définition qui est historique, mais au final, quand on regarde bien, elle n'est pas si mal, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont assez importantes. On parle de mouvement, qui agite le corps et l'esprit, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe à la fois au niveau corporel et en termes de coloration subjective. On voit aussi qu'il y a une tonalité plus ou moins agréable ou désagréable. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments. Alors moins poétique, mais plus opérante, c'est la définition moi, que je retiens, c'est celle de Jean Cotreau. Il dit « L'émotion, ça peut être défini comme une réponse comportementale et physiologique, brève et intense, qui reflète et ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté par un événement interne ou externe. » Voilà, donc c'est beaucoup moins poétique, mais effectivement, ça permet de cerner un peu plus précisément ce qu'on entend par émotion, donc une réponse comportementale et physiologique, ça va remuer le corps et avoir tendance à précipiter une action. On dit que c'est bref et intense, une émotion, c'est pas quelque chose qui dure dans le temps, en tout cas en termes, ça atteint un plafond et puis ça s'épuise, alors ça peut être relancé, mais une émotion, un temps émotionnel, c'est pas un temps durable, qui reflète et ou révèle le vécu subjectif de celui qui est affecté. Il y a cette notion que l'émotion est publique, ça se voit sur notre visage, si on a peur, on ne peut pas le cacher, ça se voit, par un événement interne ou externe, c'est-à-dire que ça peut être suscité à la fois par quelque chose qui nous arrive, mais ça peut être aussi suscité par quelque chose qui se passe en nous, comme l'évocation d'un souvenir. Voilà, les émotions donc, sont des états affectifs qui comportent des sensations de plaisir ou de déplaisir. Et donc, elles colorent les expériences de notre vie quotidienne et nous informent sur les événements auxquels nous attachons de l'importance. On dit qu'on ne peut pas souffrir de ce qui est sans importance pour nous. Voilà, donc les émotions nous permettent de nous adapter aux événements et de réguler la physiologie de l'organisme. Moi, j'aime bien cette distinction entre émotions et sentiments, où on dit que les émotions, c'est bref et public, ça se voit sur le visage, tandis que les sentiments, c'est plutôt durable et privé, c'est-à-dire que ça appartient plutôt à l'intimité de la pensée. Ça influe aussi sur la perception du monde, la mémoire épisodique. Je pense que tout le monde ici se rappelle d'où il était lors des attentats du 11 septembre, parce que c'était quelque chose de très chargé émotionnellement, et donc ça nous a marqué. Voilà, la prise de décision, les jugements, et ça constitue aussi un puissant vecteur de communication. Alors les plus jeunes ne savent peut-être pas, mais si on se rappelle les tout premiers temps où on a commencé à vraiment échanger beaucoup par mail et par texto, en fait, si vous vous rappelez bien, quand on essayait de faire des blagues ou un peu d'ironie, très souvent ça tombait à plat, et surtout en fait on braquait tout le monde et tout le monde était un peu parano. Pourquoi? Parce qu'il manquait en fait ces petits émoticônes qui sont des petits symboles émotionnels qui nous permettent en fait d'apporter une information émotionnelle qui sont bien plus qu'un gadget. Alors il y en a qui l'utilisent de façon outrancière, mais en fait c'est très pratique parce que ça nous permet de donner une information émotionnelle à un texte. Et quand on
Quand on fait une blague, eh ben, on peut mettre un petit personnage qui sourit, ou quand on ne fait pas de blague, on peut aussi mettre un petit symbole qui permet de dire « là, je rigole pas ». Voilà, donc du coup, c'est quelque chose de très utile. Et donc les émotions, on dit que c'est un peu comme les couleurs, en fait. Hein. Il y a des couleurs primaires, et puis ensuite, il y a une infinité de nuances. Et les émotions, c'est un peu pareil. On dit qu'il y a des émotions dites fondamentales ou élémentaires, et c'est les émotions qui ont été décrites par le psychologue Paul Ekman. Et lui, il dit, pour mériter le titre de fondamentale, une émotion doit répondre à différents critères. Elle doit débuter soudainement, durer peu, se distinguer des autres émotions, apparaître chez le nourrisson à partir de 6 mois, agiter le corps à sa manière, avoir une expression faciale universelle chez tous les humains, c'est-à-dire qu'un Japonais qui a peur, ça fait à peu près la même tête qu'un Français qui a peur. Je dis ça parce qu'il paraît qu'il n'y a pas plus éloigné d'un Français qu'un Japonais. Être déclenché par des situations universelles et être observable aussi chez nos cousins les primates. Oui, parce que les émotions ne sont pas le propre de l'homme. Moi, j'aime bien aussi ce qu'on appelle la théorie triunitaire de MacLean, hein, qui en fait est une simplification du cerveau, mais qui est une théorie qui permet quand même d'appréhender la complexité de l'organe. C'est assez pratique. Et lui, il dit on n'a pas un cerveau, mais on a 3 cerveaux. On a un premier cerveau qui est un cerveau dit instinctif ou reptilien, parce que c'est un cerveau qu'on partage avec les reptiles, et qui correspond grosso modo au tronc cérébral et à l'hypothalamus. Et c'est là où sont gérés tous nos instincts, prise alimentaire, cycle veille-sommeil, reproduction, etc. Donc c'est ce qu'on va partager avec les reptiles. Donc on a beau parler des larmes de crocodile, en fait, les crocodiles, c'est pas forcément les animaux les plus émotionnels. Et puis ensuite, au-dessus de ce premier cerveau, il y a un deuxième cerveau qu'on appelle le cerveau affectif ou mammalien, parce qu'on le partage avec l'ensemble des mammifères. C'est quand même des structures très archaïques. On va retrouver les amygdales et les hippocampes. Et donc c'est le siège en fait de la production des émotions. Et donc c'est probablement pour ça que la plupart d'entre nous, en tout cas, on se sent plus empathique envers les chats, par exemple, que les serpents. Et puis il y a un troisième cerveau qui est particulièrement développé chez l'homme, qui est le néocortex, qui vient chapeauter donc ces deux premiers cerveaux, avec un lobe préfrontal qui est très, très développé et qui donc est le siège de la pensée abstraite, de la personnalité, etc. Donc tout ça pour dire que les émotions, ce n'est pas le propre de l'homme. Et si on revient aux émotions fondamentales, alors ça, c'est des visages qui sont très connus, hein, qui sont tirés du test d'Ekman, qui est un test de reconnaissance émotionnelle. En fait, c'est des acteurs, dans les années 70, on leur a demandé de jouer toutes les émotions primaires et de les jouer à différents niveaux d'intensité pour pouvoir ensuite étudier notre capacité à reconnaître l'émotion qui est exprimée et donc de pouvoir mettre en évidence aussi des déficits de reconnaissance de l'expression des émotions dans certains troubles psychiatriques. Donc vous avez là les 6 émotions primaires décrites par Ekman. Alors est-ce que vous, dans le sens de la lecture, est-ce que vous arrivez à les reconnaître? Qu'est-ce que vous voyez? La joie, dégoût, ouais. Surprise, colère, tristesse et peur, ouais, grosse peur même. Ok, super, bravo. Donc vous ne souffrez pas d'un déficit de reconnaissance des émotions. Donc, et vous voyez, en fait, sur ces 6 émotions-là, il y en a une qui est positive dans le sens agréable, c'est la joie. Il y en a une qui est intermédiaire, c'est la surprise. Et toutes les autres sont négatives dans le sens de désagréable. Et au premier rang desquelles, on retrouve peur, colère, tristesse et dégoût. Et alors voilà, donc ça c'était juste pour dire qu'effectivement les émotions ne sont pas le propre de l'homme. J'attire juste votre attention sur le hamster en haut à gauche, hein, qui est très anxieux et un peu paranoïaque, que moi j'aime beaucoup. Voilà, et donc les émotions, elles nous disent toutes quelque chose. Quand elles nous remuent, elles nous disent toutes quelque chose, et elles nous servent toutes à quelque chose. Alors ça, c'est une petite grille de lecture que je donne aux patients, alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet quand même à un moment de pouvoir expliciter ce à quoi nous servent les émotions. Alors moi, je dis par exemple, la joie, c'est une émotion qu'on va ressentir dans les situations où on est en train de se réaliser, des situations d'accomplissement, et ça nous permet de rester au contact de notre potentiel pour continuer sur cette voie-là. La surprise, c'est l'émotion d'adaptation rapide. C'est une émotion qui va nous remuer dans des situations soudaines, inattendues, inconnues, et ça va nous aider très rapidement à chercher dans le répertoire de nos expériences antérieures des comportements, des stratégies qui pourraient nous aider à répondre à ce qu'on est en train de vivre et d'ajuster un comportement qui peut être nouveau. La peur, c'est l'émotion du danger. C'est une émotion qui va nous remuer pour pouvoir mettre en place une stratégie de protection. Alors, donc très classiquement, on dit que ce sont les 3 F pour Fight, Flight or Freeze, c'est-à-dire la lutte, la fuite ou la sidération.
La colère, c'est la situation de la frustration, de l'injustice, et c'est une émotion qu'on va ressentir quand il y a une menace pour notre territoire. Donc c'est une émotion qui est très saine, hein. On a tendance souvent à la mauvaise réputation, hein. On dit même la colère c'est un péché capital, mais en fait la colère, si elle a mauvaise réputation, c'est parce qu'on la confond souvent avec l'agressivité. Or, être en colère et être agressif, ça ne se joue pas au même niveau. Être en colère, c'est ressentir, et être agressif, c'est se comporter. On peut être en colère sans être agressif, on peut même être agressif sans être en colère. Donc, en fait, être en colère, ce n'est jamais un problème en soi. Ça nous signifie simplement qu'on est en train de vivre quelque chose qu'on évalue comme étant une injustice, et ça nous amène à nous mobiliser pour établir nos droits. La tristesse, le dénominateur commun de toutes les situations qui vont générer en nous de la tristesse, c'est la perte. Donc l'exemple le plus dramatique, c'est celui du décès d'un proche, un deuil, mais ça peut être aussi la perte d'une relation, une brouille avec un ami ou une rupture sentimentale. Ça peut être la perte d'un objet auquel on est attaché, un souvenir, la perte d'une capacité avec la survenue d'un handicap. Voilà, la perte. Et donc la tristesse, ça va nous remuer de façon à ce qu'on puisse avoir un temps de retrait, nous réaménager intérieurement avec ce manque et aussi de pouvoir solliciter du soutien et d'aller chercher le soutien d'autrui auprès de personnes dont on sait qu'elles vont pouvoir nous aider. Et enfin, le dégoût, c'est une émotion aussi qui va nous remuer par rapport à tout ce qu'on évalue comme étant toxique, contaminant, néfaste pour nous, et ça va nous aider, un peu comme la peur, à mettre en place une stratégie de protection. Pourquoi je dis ça? Pourquoi j'explique tout ça? C'est pour dire que elles ont beau être, enfin, on peut dire elles sont positives ou négatives dans le sens agréable ou désagréable, et la plupart sont désagréables. Elles ont beau être désagréables, elles nous sont toutes utiles. Et elles nous indiquent dans quelle mesure nos besoins sont satisfaits. Moi, j'aime bien la métaphore des voyants sur le tableau de bord d'une voiture, en disant que quand les voyants s'allument sur le tableau de bord d'une voiture, le problème, c'est pas que les voyants se soient allumés. Vous voulez, le problème, c'est pas que le voyant soit allumé, donc la bonne stratégie, c'est pas de débrancher le fil de l'ampoule juste pour éteindre le voyant. Si le voyant s'est allumé, c'est que ça nous dit qu'il y a un problème dans le moteur. Et donc la bonne stratégie, bien évidemment, ça va être d'essayer de s'arrêter le plus rapidement possible ou de trouver un garage, de prendre en compte l'information qui nous est donnée, même si elle n'est pas marrante, pour pouvoir éviter de fusiller le moteur. L'idée, c'est que en fait, nos émotions, parce qu'elles sont désagréables, très souvent, on a tendance à ne pas pouvoir à les confondre avec le problème en soi et à ne pas vouloir les vivre. Or, ce sont des messagers qui nous informent sur ce qu'on est en train de vivre, et c'est pas une très très bonne idée de chercher à débrancher le fil de l'ampoule et à se couper de cette information-là. Voilà, donc ça, c'est ces petits personnages que vous connaissez sûrement si vous avez vu le film Vice Versa. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est vraiment un film très bien fait sur les émotions et qui reprend en fait les émotions primaires, il manque que la surprise. Donc en fait de façon assez automatique par rapport à quand on ressent de l'inconfort émotionnel, on a tendance à vouloir ne pas le vivre, à vouloir y échapper, et par rapport à cet inconfort, on met soit en place des stratégies d'évitement. Alors les stratégies d'évitement, c'est par exemple j'essaye de me distraire, vite, de faire quelque chose, d'essayer de ne pas y penser, ou même d'avoir recours à un objet extérieur pour écraser mon émotion, comme le fait de consommer de l'alcool, de faire du sport, etc. Ou alors c'est des stratégies de lutte qui tendent à vouloir résoudre l'émotion, et la stratégie de lutte par excellence, c'est la rumination. La rumination, c'est vraiment un effort où on va tenter d'employer notre énergie et notre intelligence pour essayer de résoudre l'inconfort émotionnel. Et donc là, on en arrive en fait à un concept qui est central et qui permet de comprendre un petit peu en quoi l'approche méditative peut avoir un intérêt majeur dans le fait de pouvoir se rapprocher de nos émotions et les apprivoiser. C'est le concept d'évitement expérientiel problématique. C'est un concept qui peut se schématiser assez facilement de cette façon-là, qui consiste à dire que dans notre vie, on vit des situations problématiques qui vont déterminer chez nous une expérience négative, entendue comme désagréable. Et une expérience, je vous rappelle, c'est trois choses, des pensées, des émotions et des sensations. Et ça va induire un comportement. Mon comportement, je peux le qualifier d'évitement expérientiel problématique si, à court terme, il me permet d'obtenir, alors est-ce que ça fonctionne ? Un soulagement, c'est-à-dire que ça me permet d'éteindre le voyant, je débranche le fil de l'ampoule, mais à moyen et à long terme, vu que j'ai agi uniquement sur mon inconfort, mais pas du tout sur la situation, ça va me donner un sentiment d'inefficacité, de perte de temps et d'énergie. Et en plus, très souvent, ces comportements-là sont des comportements qui sont un peu contraires à mes valeurs. Et donc, on va avoir un cercle vicieux qui va se refermer avec, en retour de flamme, une expérience négative et la situation de départ qui a provoqué l'inconfort, qui est au mieux inchangée, la plupart du temps aggravée par mon comportement d'évitement expérientiel problématique. Je vous prends un exemple. Situation problématique, je me brouille avec un ami.
Expérience négative, pensée, j'en ai marre, tout le monde est contre moi. Émotion, colère, frustration, sensation de boule dans la gorge, crispation, mâchoire qui serre, cœur qui s'accélère. Comportement, je vais rentrer chez moi et je picole. Ou je vais rentrer chez moi et je vais courir, mais je vais courir de façon vraiment dure. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet d'éteindre mon expérience à court terme, mais à moyen et à long terme, ça correspond à une perte de temps et d'énergie. Je n'ai pas du tout agi sur le problème. Je me sens plus fatigué. Et puis le fait d'avoir picolé, par exemple, ça ne correspond pas tout à fait à l'idée que je me fais d'être un adulte responsable. Et donc, en retour de flamme, je vais me reprendre une expérience négative et le problème continue. Et donc, on est pris dans une espèce de cercle vicieux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce genre de situation? Bien évidemment, c'est de prendre en compte que le voyant s'est allumé et de ne pas chercher à l'éteindre tout de suite, mais de pouvoir écouter ce qu'il a à nous apprendre d'une situation, c'est-à-dire d'accueillir notre expérience pour pouvoir ensuite porter notre attention sur la situation de problème et essayer de mettre en place une stratégie qui va être une stratégie efficace, ou en tout cas une réponse qui nous paraît être la bonne réponse dans cette situation-là. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être par exemple d'attendre le moment opportun pour pouvoir rediscuter avec mon ami et essayer de désinfecter le conflit. Mais là, on voit assez facilement parce qu'on peut agir sur la situation problématique. Maintenant, si on prend une situation vis-à-vis de laquelle on ne peut pas agir, la situation prototype de la situation vis-à-vis de laquelle on ne peut pas agir, c'est le décès d'un proche. Situation problème, un de mes proches décède. Expérience négative, pensée, je suis dévasté, je ne pourrai jamais survivre à cette perte. Émotion de tristesse infinie, sensation de vide insondable. Comportement d'évitement expérientiel, alors ça pourrait être de picoler, mais ce que font souvent les endeuillés qui font des deuils compliqués, c'est qu'ils vont s'absorber dans une sorte de réalité virtuelle où ils vont faire comme si le défunt était parti et qu'il allait revenir, comme si. Vous voyez, c'est par exemple des parents qui perdent des enfants et qui ne vont surtout pas toucher à la chambre, qui vont laisser le t-shirt là où il était posé, on fait comme s'il était parti et qu'il allait revenir. Et des personnes qui parlent toute la journée à leur mort, qui mettent des photos partout de leur mort, etc. Ça, c'est des comportements qui, en fait, permettent de se maintenir dans une sorte de réalité virtuelle où on fait comme si le défunt était encore là. Ça permet d'échapper à la tristesse à court terme, mais à moyen et à long terme, la réalité de la perte est prête à se manifester à chaque détour de moment et on se retrouve dans un cercle vicieux et ça aboutit à des dépressions profondes. Donc là, la question, c'est dans la mesure où je ne peux pas agir sur la situation problème, c'est quelle est la bonne réponse, quel est le bon comportement? Qu'est-ce que vous répondriez, vous? Qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce genre de situation? Accepter la perte, oui. Donc en termes d'expérience, ça serait? Ouais. Accepter la perte en termes d'expérience, ça serait simplement être triste, en fait. La grande vérité, c'est qu'il n'y a rien de mieux à faire quand on perd un être cher que d'être triste. Ce qu'on dit, en fait, c'est que le seul moyen d'être moins triste de la perte d'un être cher, c'est de moins l'aimer. La tristesse qu'on ressent à la perte d'un être cher est à la hauteur de l'amour qu'on lui portait. On dit que c'est les deux faces d'une même pièce. Hein. Donc, quand on est en situation de deuil, la dernière chose à laquelle on veut qu'on touche, c'est bien l'amour qu'on portait au défunt. Donc il faut aussi, d'une certaine façon, être en mesure d'embrasser la tristesse qui est liée à la perte de cette personne. La grande vérité, c'est qu'il n'y a rien de mieux à faire que de ressentir de la tristesse quand on perd un être cher. Ah, alors je suis revenu en arrière. Ah oui, non, c'est ça. Donc qu'est-ce que nous aide à faire la méditation vis-à-vis de nos émotions? En fait, elle nous aide d'abord, puisque je vous disais, l'idée c'est, quoi qu'il arrive, même si c'est très désagréable, j'essaye simplement d'être avec ce qui est là, de le ressentir, de l'observer et de le laisser être tel qu'il est. C'est-à-dire, en fait, la méditation, elle nous aide à ne pas nous faire emporter par des réflexes d'évitement ou de lutte, et simplement de ne pas se faire emporter par l'impulsion de vouloir débrancher le fil du voyant. Elle nous aide simplement à accueillir notre émotion, à nous stabiliser avec, et une fois qu'on s'est stabilisé avec, ça libère un espace à partir duquel on peut choisir notre réponse. Et parfois, notre réponse, et le mieux qu'on peut faire, c'est simplement de ne pas aggraver notre cas avec nos propres réactions. Le logiciel de la méditation, in fine, il est assez simple. C'est 1, j'observe, et 2, je réponds. Mais c'est d'abord j'observe, et d'abord je ressens.
Et donc tout l'enjeu, en fait, c'est d'apprendre à ne pas se faire emporter par ces réflexes de lutte ou d'évitement quand on se sent pas bien. Parce qu'en fait, de façon assez automatique, on a simplement envie d'échapper à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent quand on vit des coups durs. Voilà. Donc, 1, j'observe, et 2, je réponds. Et en fait, il y a un grand malentendu au sujet de la méditation, parce que très souvent, la méditation, elle est comprise ou entendue comme une technique pour être zen et être loin de toute souffrance et se couper de ce qu'on ressent. Or, vous voyez, là, c'est tout le contraire, en fait. C'est simplement apprendre à se stabiliser au contact de l'émotion. C'est pas s'en couper, c'est pas la contrôler, c'est pas être sur son petit nuage en train de flotter dans les airs. C'est apprendre à accueillir ses ressentis, à se stabiliser à leur contact, et ensuite à pouvoir les vivre pour ce qu'ils sont, à écouter ce qu'ils ont à nous apprendre d'une situation, et ensuite, du coup, libérer un espace pour pouvoir répondre plutôt que de réagir automatiquement. Voilà, c'est ça, au bout du bout, à quoi nous sert tout cet entraînement, en tout cas dans une perspective de régulation du stress et des émotions, c'est de pouvoir répondre par choix plutôt que de réagir automatiquement. Voilà. Est-ce qu'il reste un peu de temps? Est-ce que vous voulez qu'on... On n'a pas le temps? Ah oui, c'est vrai, j'ai été un peu long, je suis désolé. Ok, alors, tac. Je vais juste conclure. Voilà, parce que parmi vous, il y a probablement des gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas lorrains. Si jamais on vous propose de la Mirabelle, c'est une saloperie très neurotoxique, je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Et si vous ne faites pas gaffe, en fait, 4 centilitres de Mirabelle, ça peut ruiner le bénéfice de 30 ans de pratique méditative. Hein. Donc voilà, donc méditez au bord de la Mirabelle, moi je vous conseille de méditer. Voilà, et puis si vous voulez avoir quelques informations peut-être supplémentaires sur la méditation, sur les formations qu'on propose, je vous invite à consulter le site de notre institut, qui est l'Institut Mindful France, voilà, donc sur lequel vous trouverez des documents audio téléchargeables, des informations. Voilà, ça c'est le livre dont on parlait tout à l'heure. Ne laissez pas votre vie se terminer avant même de l'avoir commencé, et je vous remercie. Merci.